Je vous propose de découvrir ensemble le décret relatif au Code de l'enseignement. Le 3 mai 2019, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret mettant sur le rail le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Le but du Code est de rassembler en un seul texte toute la législation régissant aujourd'hui l'enseignement. En effet, actuellement, si l'on veut tout connaître des objectifs, des rôles des différents acteurs et de l'organisation des parcours scolaires, il faut se référer à de très nombreux textes légaux éparpillés en fonction de la date de leur adoption. Le premier en importance est le pacte scolaire, suivi par le décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement. Puis vient toute une série de décrets que nous avons eu l'occasion de parcourir ou que nous découvrirons bientôt ensemble. Ce décret a été conçu à partir des travaux du Pacte pour un enseignement d'excellence, dans le cadre de la simplification administrative. En effet, comme je le disais en introduction, jusqu'alors, c'était le décret mission du 24 juillet 1997 qui était la référence pour les acteurs de l'enseignement. 22 ans plus tard, il est possible d'en faire le bilan et de l'actualiser, d'autant plus que le processus participatif du pacte propose une réforme globale à traduire dans un nouveau texte juridique. Le Code de l'enseignement veut relever ce défi. Le Code de l'enseignement se répartit donc en 8 livres. Jusqu'alors, les livres 1, les livres 2 et les livres 6 ont été adoptés. Les livres 1 et 2 concernent les dispositions générales du tronc commun. Ils ont été votés le 3 mai 2019. Et le livre 6 concerne des dispositions transversales. Ces dispositions transversales concernent essentiellement la formation des enseignants et des acteurs des centres PMS et aussi les pôles territoriaux, mais nous en verrons le contenu tous ensemble par après. Les autres livres concernant l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement spécialisé, le financement et les dispositions finales seront votés dans les prochaines années. Pour organiser un tel document, qui rassemblera progressivement 8 livres, il a fallu prévoir une nomenclature qui sera respectée au fur et à mesure des ajouts des nouveaux livres. Voilà comment se présente cette nomenclature. Donc vous avez devant vous un exemple d'article, donc l'article 1.4.2-1 paragraphe 2. Eh bien, cette nomenclature sera toujours respectée tout au long des 8 livres de ce code de l'enseignement. Le premier nombre en jaune, donc le chiffre 1, représente le livre. Donc on est dans le livre 1. Si c'était le livre 8, on aurait article 8. Ou bien nous connaissons aussi donc le livre 6, on aura article 6, etc. Le chiffre suivant, le 4 identifie le titre. Donc vous verrez que dans chaque livre, il y a plusieurs titres. Donc les livres sont subdivisés en titres. Le titre 1, le 2, le 3, le 4, etc., selon l'importance du livre. Donc pour le livre 1, on aura donc le titre 1, le titre 2, le titre 3, ici j'ai mis le titre 4. Chaque titre est ensuite divisé en chapitres. Donc il y a le chapitre 1 ou le chapitre 2, ou parfois ça va au-delà. Donc dans le titre 4, il y a plusieurs chapitres et il y a le chapitre 2. Donc le chapitre 2 en question se trouve bien donc, dans le livre 1, dans la partie titre 4, mon chapitre 2 se trouve là. Et dans ce chapitre, j'ai plusieurs articles. Moi, j'ai évoqué l'article 1. Et bien là, cet article 1, donc c'est le chiffre suivant que je vous ai mis en mauve. Et parfois, l'article est volumineux, et dans ce cas-là, il y a plusieurs paragraphes, et dans ce cas, alors on ajoute le paragraphe, donc juste derrière, moi je vous l'ai indiqué en rouge. Donc on va tout le temps utiliser cette nomenclature tout au long des 8 livres, donc il faut vous y habituer. Tout d'abord, le numéro du livre, ensuite le titre, puis le chapitre, l'article, et au besoin, le paragraphe. Abordons maintenant ensemble le contenu des livres 1 et 2.
Donc dans ces livres 1 et 2, on va surtout axer la lutte contre l'échec et le redoublement. Vous savez que c'est une priorité donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles de réduire de moitié ce redoublement d'ici 2030. Et bien, dans ces livres 1 et 2, vous verrez toute une série de dispositions pour atteindre cet objectif et notamment renforcer les équipes éducatives, maîtriser davantage la langue de l'enseignement, accompagner les enfants de manière personnalisée, et puis mettre en place toute une série de référentiels donc précis et réalistes d'année en année. On commencera par le référentiel de l'enseignement maternel et puis chaque année on rajoutera donc des référentiels qui remplaceront petit à petit les socles de compétences. En ce qui concerne le livre premier, tout à l'heure je vous ai parlé que le livre premier serait subdivisé en plusieurs titres. Eh bien, je vous laisse découvrir les 4 premiers titres qui sont à l'écran. On vous parle de dispositions introductives, de la structure générale de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. On vous parle certaines définitions. On aborde l'émission de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans le titre 4. Et bien là, c'est important parce que ce titre 4 est subdivisé en plusieurs chapitres, en 4 chapitres. Le premier chapitre concerne les missions prioritaires, le deuxième les missions spécifiques au tronc commun, le chapitre 3 concerne les missions spécifiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire, et le chapitre 4, lui, va aborder l'élaboration des référentiels, des outils pédagogiques et des outils d'évaluation. Je vous en ai un peu parlé juste avant. Le titre 5 est assez conséquent. Il va donc aborder l'autonomie des écoles, leur pilotage et la participation. Donc c'est dans ce titre 5 qu'on parlera des différents projets éducatifs, projets pédagogiques, du programme des études, du projet d'école. En ce qui concerne les pilotages des écoles, on va parler des plans de pilotage et puis des contrats d'objectifs. En ce qui concerne la participation, on y parlera du conseil de participation, des délégués des élèves, des associations de parents. Le titre 6, lui, ce sera essentiellement la gouvernance du système éducatif qu'il traitera. Dans ce titre, on va nous parler du pilotage du système éducatif, donc de la commission de pilotage, avec ce qu'elle y fait. On va parler de la commission des référentiels et des programmes du tronc commun, on en a déjà parlé ensemble. Il va aussi aborder les évaluations externes non certificatives qu'on connaît très bien en 3e et en 5e année et chaque année au premier trimestre. Il va aussi évoquer la commission des évaluations, la négociation entre le gouvernement et les PO, et enfin des organisations représentatives des parents et les associations de parents d'élèves. Le titre 7, lui, il va aborder les droits et devoirs des élèves et de leurs parents. Donc là, on y parle de l'obligation scolaire en général, on y parle de la gratuité, du libre choix, de la neutralité. On parle des cours de religion dans cette partie-là et de morale non confessionnelle. On parle de l'éducation à la philosophie, à la citoyenneté, du droit à l'inscription. On parle des élèves à besoins spécifiques et aussi du bien-être des élèves et de la prévention de la violence à l'école et aussi on y parle de la discipline. Enfin, le titre 8, lui, aborde la langue de l'enseignement avec les différentes dispositions générales et les principes d'immersion linguistique. Le titre 9, lui, va nous parler du nombre de jours d'école avec les dispositions communes et les dispositions qui seront spécifiques parfois à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire et aussi à l'enseignement spécialisé. Abordons maintenant le livre 2, qui sera consacré essentiellement au tronc commun. Comme d'habitude, il commence par une série de définitions. Et puis le titre 2 concerne l'horaire des élèves. Le titre 3, le parcours des élèves. Là, on y parle de leur rythme. On y parle notamment aussi du CEB. On y parle aussi du certificat du tronc commun. Dans ce livre 2, on aborde ensuite les changements d'école, les travaux à domicile et les systèmes d'évaluation du tronc commun. Au sein des livres 1 et 2, on vous parle dorénavant de domaine d'apprentissage. Donc j'ai voulu attirer votre attention sur cette nouveauté.
Donc il existe dorénavant 7 domaines d'apprentissage. Il y a 5 domaines spécifiques et 2 domaines transversaux. En ce qui concerne les 5 domaines spécifiques, eh bien, vous les voyez à l'écran. Le français, l'art, la culture, les langues, maths, sciences et techniques, sciences humaines, philo, citoyenneté, éducation physique et à la santé. Et au sein de ces domaines, on retrouve des disciplines qui sont regroupées, et c'est une nouveauté. Par exemple, on retrouve le français qui est groupé avec l'éducation culturelle et artistique. On retrouve les mathématiques qui sont groupées avec les sciences. Habituellement, on groupait les sciences avec la géographie et l'histoire pour former l'éveil. Et bien ici, regardez, donc les maths et sciences et techniques comprennent dorénavant les mathématiques, les sciences, l'application technologique, le numérique. Ça, c'est une nouveauté. C'est tout à fait intégré maintenant donc, dans ce domaine d'apprentissage. Vous revoyez un peu plus loin qu'on a regroupé l'histoire, la géographie et les sciences économiques, et la philosophie avec l'histoire et la géographie. Autrefois, on regroupait souvent la philosophie avec le français. Enfin, l'aptitude physique et le bien-être corporel forment l'éducation physique et à la santé. En ce qui concerne les 2 domaines transversaux, eh bien, on peut comme ça constater qu'ils sont regroupés d'une part entre la créativité, l'engagement et l'esprit d'entreprendre, et d'autre part apprendre à apprendre. Et là, vous avez des subdivisions qui expliquent ce qu'on entend dans ces domaines transversaux et ce qu'on voudrait y voir développer. Découvrons ensemble maintenant le livre 6, donc, qui a été voté, je vous le rappelle, le 17 juin 2021. Eh bien, lui, il a 2 grandes parties. La première partie, en titre 1, concerne la formation professionnelle continue. C'est là qu'on explique toutes les modalités de formation pour les enseignants et les membres du centre PMS. Enfin, le titre 2, lui, est consacré aux pôles territoriaux qui sont chargés de soutenir l'intégration permanente totale et aussi qu'ils doivent aider les écoles à mettre en place les aménagements raisonnables. Pour terminer, je voudrais effectuer une synthèse de ce code de l'enseignement et vous montrer comment il était constitué. Donc il s'est inspiré du texte le plus ancien, le plus important, le pacte scolaire de 1959. Il s'est inspiré ensuite sur une loi qu'on a rencontrée ensemble, la loi sur l'obligation scolaire de 1983. Il s'est inspiré du décret mission 1997. Il a repris des éléments du décret organisation de l'enseignement fondamental. Pareil donc pour l'ordinaire, pareil pour le spécialisé. Il est allé rechercher des articles du décret CEB de 2006. Il a repris certains articles du décret socle de compétences qu'il transforme petit à petit en référentiel. Il s'est aussi chargé de rassembler l'essentiel du décret de la commission de pilotage. Et aussi, on l'a vu dans les livres 6, il regroupe dorénavant les intitulés qui concernent la formation continuée des enseignants. Il y a d'autres décrets qui ont été intégrés dans ce code de l'enseignement, je pense comme ça de mémoire, au décret sur la gratuité. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous invite à créer vous-même vos mots-clés. C'est important d'avoir vos mots-clés à vous. Vous pouvez les échanger avec des collègues si vous le souhaitez. Je vous invite à découvrir la table de matière. Je me suis inspiré de cette table de matière pour créer ce tutoriel. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais au moins c'est synthétique. Vous pouvez avec cette table de matière voir comment ce décret code est organisé. C'est extrêmement important, je trouve. Je vous invite aussi à effectuer les exercices qui sont placés sur la plateforme Chamilo. Je vous invite aussi à échanger des exercices entre vous et aussi, pourquoi pas, envoyer des propositions d'exercices à vos formateurs qui participeront comme ça à un travail collaboratif avec vous.